On va aborder le concept d'énergie interne associé à un système thermodynamique constitué d'un grand nombre de particules. L'ordre de grandeur, typiquement, c'est le nombre d'Avogadro, hein, donc de l'ordre de 10 puissance 23 entités par mol. Eh bien, on ne peut pas aborder le concept d'énergie interne sans faire une petite référence préalable à la notion de différents états d'un système physique. Et notamment, je vais m'intéresser ici aux trois états les plus simples, le gaz, le liquide et le solide. Je vous rappelle qu'un gaz est un état qui est dilué, il y a peu de molécules dans un volume donné. Très souvent, quand elles se déplacent, les molécules rencontrent très peu d'obstacles. Parfois, choc entre deux molécules, c'est relativement rare. Très souvent, avec les parois. Mais dans le volume intrinsèquement, très très peu de rencontres. Ce qui fait que l'énergie potentielle d'interaction dans un gaz est globalement relativement faible, voire inexistante, entre les différentes entités. Par contre, dans un liquide, l'état est beaucoup plus compact, les molécules ne peuvent pas s'ignorer, et il y a, à défaut, un état de cohésion, ce qui implique qu'il y a des interactions intermoléculaires qui sont, je vous le rappelle, de type essentiellement Van der Waals ou liaison hydrogène dans le cas du solvant eau, tel qu'on a pu le voir dans le cours sur les solvants. Toutefois, les molécules sont susceptibles de se déplacer. Les liaisons intermoléculaires se cassent en permanence pour se recombiner et les molécules n'ont jamais les mêmes voisins. Donc c'est un état qui est fluide puisque il est complètement modelable, notamment par rapport à un volume dans lequel il est confiné. Ensuite, vous avez l'état solide, où là j'ai volontairement fait un dessin d'état solide de type cristal, à savoir ordonné, c'est pas nécessaire. Toutefois, il est à rappeler que il y a des liaisons fortes entre les différentes entités, que ce soit des liaisons de type covalente ou encore de type ionique, voire éventuellement des liaisons de Van der Waals qui sont ici plus faibles, mais malgré tout, il y a des liaisons, ce qui fait que la position des différentes entités reste toujours à peu près la même, à savoir que le volume global du solide reste intrinsèquement propre à lui-même, indépendamment notamment de l'espace dans lequel il a été mis. Hein. Par contre, dans tous les cas, quels qu'ils soient, il faut bien être conscient que les entités bougent. Elles bougent beaucoup dans le cas du gaz, moins dans le cas du liquide, très peu dans le cas du solide, mais malgré tout, elles vibrent autour de leur position d'équilibre. Et très clairement, cet état de mouvement qui est de nature désordonnée ne peut être traité que d'un point de vue statistique, et il est clair que ceci est obligatoirement lié au facteur température. On parle d'ailleurs d'agitation thermique. C'est ce qu'on va utiliser comme concept ici pour construire l'énergie interne d'un système à une particule. Ainsi, je vais prendre dans le référentiel qui va être notre référentiel d'étude où le système est globalement à l'équilibre, c'est-à-dire un système dans lequel le centre de gravité ne bouge pas, on parle de référentiel barycentrique, eh bien je vais prendre un système à une particule qui est très très grand, ce qui fait que je vais pouvoir construire l'énergie mécanique de mon ensemble comme étant la somme pour égal 1 à n de toutes les énergies mécaniques possibles, à savoir 1 demi de mvi carré, je travaille avec une masse identique, mais c'est pas obligatoire après tout, plus une énergie potentielle d'interaction entre les différentes particules. Alors j'ai déjà plus ou moins traité de ce terme dans le cours de mécanique du solide, où j'avais décomposé ce terme en une somme sur I et sur J,
des différentes interactions entre deux points du solide. Mais là, je vais le garder complètement globalisé. Tout ça, ça bouge. Donc, les VI changent en permanence, d'ailleurs. Et on va s'intéresser ici, d'un point de vue statistique, à un Moyen-Âge. Ainsi, je vais définir le concept d'énergie interne que je vais noter U comme étant la valeur moyenne dans le temps. Alors, sur des échelles de temps relativement longues, à savoir suffisamment longues pour pouvoir les définir. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de fluctuations beaucoup trop importantes. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus délicat. J'aurai l'occasion de revenir sur cet aspect temporel plus tard. Donc, moyenne dans le temps de cette énergie mécanique. C'est là que je vais faire effectivement quelques distinctions. Et notamment, je vais commencer par traiter le cas du gaz. Donc, comme on l'a dit précédemment, dans le cas du gaz, il y a relativement peu d'interactions. Je vais faire une hypothèse, à savoir que l'énergie potentielle d'interaction est globalement, en moyenne, nulle. À savoir que les molécules, entre guillemets, n'interagissent pas entre elles. Si elles interagissent, il y a choc. Et je vais faire l'hypothèse que les chocs, que ce soit avec les parois du récipient qui contient le gaz ou les chocs entre elles, sont ce qu'on appelle des chocs élastiques. C'est-à-dire que ça ne modifie pas la structure des molécules. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas toujours vrai. Et dans le cas de ce modèle, je me rapproche de ce qu'on appelle le modèle du gaz idéal ou du gaz parfait, eh bien, on considère que l'énergie potentielle d'interaction en moyenne, effectivement, est proche de zéro. Ce qui implique que pour ce modèle, dit du gaz parfait, eh bien, il n'y a que l'énergie cinétique à moyenner. Énergie cinétique qui est d'ailleurs reliée uniquement à des termes de translation. Dans ce cas-là, je vais faire l'hypothèse que la vitesse de translation est moyennée et est la même pour toutes. Donc, j'ai tout simplement ici n fois l'énergie cinétique d'une seule particule, à savoir 1/2 de mv au carré en moyenne. On s'intéressera un petit peu plus tard à ce concept de vitesse moyennée, mais je n'ai pas besoin de l'introduire spécifiquement ici. Ainsi, je vais effectivement faire maintenant une hypothèse. À savoir que cette énergie cinétique moyenne est liée au degré d'agitation de mon objet, et dans ce cas-là, je vais considérer que cette énergie cinétique moyenne est proportionnelle à la température, et de surcroît à la température absolue. Pourquoi ? Parce que si le système est complètement gelé et qu'il ne bouge plus, la température va être considérée comme nulle. Donc il n'y a pas de température négative ici, puisque l'énergie cinétique est nécessairement une grandeur positive. Le facteur de proportionnalité, on ne l'écrit pas n'importe comment, on l'écrit comme ceci, sous la forme 3/2, alors on pourra en discuter un petit peu plus tard, 3/2 de K, où K est ce qu'on appelle la constante de Boltzmann. C'est tout simplement le rapport de la constante thermodynamique grand R, encore appelée constante des gaz parfaits, avec le nombre d'Avogadro. Ainsi, on se retrouve avec l'énergie interne du gaz parfait, qui est donc égale à 3/2 de N fois K, K c'est R sur Na, fois la température absolue, à savoir ici, j'obtiens tout simplement 3/2 fois la quantité de matière en mol, fois la constante R, multipliée par la température absolue. En fait, cette
énergie interne du gaz dit parfait parce que les interactions sont négligées, correspond plus spécifiquement à l'énergie interne du gaz parfait monoatomique, donc à savoir un gaz constitué de particules à un seul atome, pas de molécules diatomiques, par exemple, comme le dioxygène, le diazote, à savoir l'air. Tout simplement parce que dans une molécule diatomique, par exemple de type bâton, donc deux atomes reliés entre elles par une liaison covalente, eh bien, à l'énergie cinétique de translation liée au mouvement du centre de gravité GI de la ième particule, est associé à un mouvement de rotation avec un moment d'inertie donné. Et donc, forcément, il y a de l'énergie cinétique de rotation à prendre en compte autour du centre de gravité. En conséquence, l'énergie cinétique doit être incrémentée et on verra effectivement que c'est le cas. Ainsi, je répète, donc quand vous avez un système qui est gazeux et qui est en agitation permanente, l'état complètement désordonné de cette agitation est caractérisable par la température absolue, qui est en fin de compte une mesure de l'état d'agitation du système au niveau microscopique. Mais de surcroît, on aboutit de fait à une quantité d'énergie stockée dans le système qui est réduite à son énergie cinétique. Donc c'est bien un stock, et cette énergie, on appelle ça donc de l'énergie dite interne. À ne pas confondre avec l'énergie d'Einstein, qu'on note parfois U0 encore, le fameux mc carré, qui est ce qu'on appelle l'énergie de repos en mécanique relativiste. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc attention à ça. Là, on reste en physique classique. Il est hors de question d'aborder la thermodynamique sous un angle relativiste. Donc cette énergie de repos, elle n'est pas prise en compte dans notre référentiel ici. Voici pour donc l'énergie interne d'un gaz et donc qui est liée au mouvement des particules. Prenons maintenant le cas d'un solide ou d'un liquide puisque ça revient à peu près à la même chose en fait. Ce qu'on appelle une phase condensée. Dans ce cas, l'énergie potentielle d'interaction, elle est non nulle. Je vais la moyenner et donc il va rester un terme que je vais noter U0 ici. Et je ne peux pas m'en affranchir. Ainsi, j'obtiens en moyennant l'énergie mécanique, toujours pareil, la moyenne de l'énergie cinétique plus un terme de moyenne de l'énergie potentielle d'interaction qui est plus ou moins grand, forcément assez grand dans le cas d'un solide comparé à un liquide. Et donc on obtient à nouveau ce terme d'énergie potentielle moyennée, effectivement, qui est lié à la température. Toutefois, étant donné que le système n'est pas forcément un système monoatomique, eh bien, le facteur de proportionnalité, cette fois-ci, je ne vais pas l'écrire sous la forme 3,5 de NR, mais je vais l'écrire sous la forme d'un coefficient noté CV pour capacité thermique dite à volume constant fois la température absolue plus un terme d'énergie potentielle moyenne. En conséquence, contrairement à un gaz parfait, eh bien, là, vous avez un terme d'ordonnée à l'origine qui apparaît. Mais si on regarde la variation, on obtient une grandeur qui ne dépend a priori que de la température. Et donc la variation du stock d'énergie stockée va être implicitement liée à la variation de la température, tout comme le gaz d'ailleurs. La variation pour le gaz parfait eh bien, va nous donner un terme en CV fois delta T de la même manière, avec, pour le gaz parfait monoatomique,
une valeur qui vaut 3,5 de NR. Petite situation intermédiaire dans ce cas-là, entre la phase condensée et le gaz parfait, le traitement, pourquoi pas du gaz réel. Et notamment, on a vu que même si on peut négliger les interactions, quand les molécules se rencontrent, elles sont toutefois en interaction possible. Et une des interactions faibles dont on peut tenir compte, c'est l'interaction de Van der Waals. Donc, qui a déjà été traité également dans le cours sur les molécules. Et dans ce cas-là, on a des forces de Van der Waals qui sont des forces centrales attractives. Et donc, on a alors un moyen-âge de l'énergie potentielle qui est certes faible, mais qui donne une énergie potentielle qui est globalement négative, puisque vous avez un caractère attractif ici qui s'opère. Et on peut alors montrer que dans ce cas-là, l'énergie interne pour un gaz réel peut être décrit par un modèle dit de Van der Waals, qui est à nouveau le terme du gaz parfait monoatomique, ou pas d'ailleurs, voilà. Plus effectivement un terme négatif qui est, on va l'admettre, proportionnel à l'inverse du volume et proportionnel à la quantité de matière au carré. En conséquence, on se retrouve avec une situation où l'énergie interne dépend également du volume. Mais pour un gaz parfait, comme pour une phase condensée, on fera l'hypothèse que dans les deux cas, essentiellement, une ne dépend que de la température, dépend extrêmement peu du volume et dépend extrêmement peu de la pression qui est appliquée au système. Pour ce qui est du détail concernant le CV, la capacité thermique à volume constant, je vous renvoie au poly de cours pour voir un petit peu plus le détail de cette grandeur et notamment sa définition exacte qui correspond à la dérivée de l'énergie interne par rapport à la température, ceci quand on a fixé le volume du système. Et on verra notamment concrètement que ça correspond à quoi ? Ça correspond à l'augmentation du stock d'énergie dans le système quand il y a accroissement d'1 degré pour la température du système. Ce qui revient à dire que ça correspond à l'énergie à transférer au système pour qu'il accroisse sa température d'1 degré Celsius.